Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle Wall-E, il est sorti en 2008. Je l'ai vu au cinéma, il a été réalisé par Andrew Stanton. Alors Andrew Stanton, pour vous faire un petit peu le pédigré, le type il a réalisé Mille et une pattes, qui est déjà très bien, l'excellent le monde de Nemo, le très bon Le Monde de Dory, et puis il a aussi réalisé la fiction plus discutable de John Carter, qu'il faudrait que je revoie pour pouvoir en parler, parce que je ne l'ai jamais vraiment bien regardé. Ça a été aussi le scénariste des Toy Story 1, 2, 3 et 5, donc du futur 5, et de Monstres et compagnie. Grosso modo, il a fait toute sa carrière à Pixar, et il a eu beaucoup de prix, dont un Oscar et un Golden Globe pour Wall-E en 2009. Le film a été coécrit par Pete Docter, qui est aussi un des phénomènes entre guillemets de Pixar, hein, puisque lui aussi c'est un sacré réalisateur, puisqu'il a réalisé Là-haut en version originale Up, et puis vice versa, dont j'ai déjà parlé dans une petite chronique et que j'adore, que je trouve absolument génial. Il a été aussi co-scénariste et à la base des histoires des Toy Story 1, 2 et du prochain Toy Story 4, et aussi de Monstres et compagnie. Donc c'est un duo très talentueux qui était à la tête de Wall-E. Andrew Stanton a aussi fait appel à Jim Reardon, qui est un gars avec qui il avait fait des études notamment, et ça faisait longtemps qu'il voulait le faire venir chez Pixar, et en fait il n'avait pas pu, pour différentes raisons, et Jim Reardon avait travaillé notamment sur les Simpsons, si je dis pas de bêtises. En tout cas, pour vous donner son pédigré, depuis qu'il fait du film d'animation de cinéma, Jim Reardon, il est le scénariste du Monde de Ralph, film qui m'a pas spécialement marqué, mais par contre il est scénariste aussi de Zootopia, que j'ai trouvé particulièrement bon et sur lequel je ferai une review, un de ces quatre à tous les coups. Donc voilà, une très bonne équipe sur ce film. Je fais tout de suite une petite parenthèse pour dire que si l'histoire de Pixar vous intéresse, je ne saurais trop vous conseiller d'écouter le podcast Split Screen, un excellent podcast dont le travail est de la passion et de vraiment chercher tous les éléments qui tournent autour de la création d'un film, donc les coulisses, le temps du tournage, comment les choses se sont faites, et ils ont fait un double épisode sur l'histoire de Pixar, comment Pixar s'est monté, de où ils viennent et tout. C'est assez incroyable. Moi j'ai découvert notamment qu'ils étaient à l'origine d'images 3D que je voyais quand j'étais gosse, quoi. C'était déjà eux. Donc voilà, c'est des mecs qui viennent très très loin, John Lasseter et toute sa bande. C'est passionnant, c'est un double épisode parmi d'autres qui est génial de ce podcast et que je ne saurais trop vous conseiller d'écouter si vous aimez le cinéma. C'est vraiment des tueurs, ces mecs-là. Ils font un travail de fou. Ils sortent 1 ou 2, 3 épisodes par an, mais par contre c'est dense, quoi. C'est en général entre 2 et 4 heures. Et c'est passionnant. Je ferme la parenthèse. Donc parler de Wall-E, c'est complexe parce que c'est très très dense. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais essayer d'être ordonné. On va commencer par le pitch. Dans le futur, la Terre n'est plus qu'un immense champ de détritus. Les ordures couvrent toute la planète et forment des gratte-ciels plus hauts que les plus grandes tours humaines. Par des panneaux de publicité animés de la société By and Large, on apprend que les humains ont quitté la Terre à l'aide de grands vaisseaux de croisière, attendant dans des conditions luxueuses que la Terre soit nettoyée entièrement par des machines, censées empiler puis brûler tous les déchets. Seulement, les humains sont partis depuis déjà 700 ans quand le film commence. Et désormais, plus aucune machine ne semble bouger. Sauf une. Un tout petit robot de concassage et d'empilage, un Wall-E. Le dernier et unique robot en activité sur la planète entière. Il peut donc s'appeler Wall-E. Chaque jour, il concasse, empile, et recommence le jour suivant, accompagné par son ami le petit cafard. Mais chaque jour aussi, il ramène, dans la benne où il vit, des objets insolites qu'il trouve et dont il possède toute une collection. Des briquets, des écrous, des boîtes de toutes sortes. Jusqu'au jour où, un vaisseau atterrit et dépose, avant de redécoller, un robot de recherche armé d'un phaser dévastateur et dont le nom est Eve. Wall-E, charmé, se met à la suivre partout. Alors je tiens à dire déjà que la narration du film a une première grande qualité qui le rend tout de suite très bien, c'est qu'il y a vraiment peu de dialogue. Beaucoup de ce qui est exprimé dans l'histoire passe par l'image et le son, mais pas par des dialogues. C'est déjà un projet rêvé quand on fait de l'animation, d'avoir ce genre de truc, donc c'est pas surprenant que ce soit Pixar qui se soit lancé dans un projet comme celui-là. Et pour vous donner une échelle d'idée du bin, il faut quasiment attendre les 3/4 du film pour entendre un premier dialogue entre deux personnages humains. C'est plus un film basé sur des codes d'attente du muet ou de l'animation pure avec musique.
Donc ça joue énormément sur l'ambiance notamment, pour exprimer des choses. C'est vraiment très très bon. J'ai par exemple en tête le premier plan du film, qui est assez saisissant, voire angoissant, pour bien mettre en place un contexte. Mais comme il est un peu angoissant, c'est étonnant d'avoir ce genre de plan dans un film pour enfants. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques qui donne beaucoup de force au film de Pixar. Grosso modo, chez Pixar, ce qui est évident, c'est que c'est pas parce que c'est un film pour enfants que ça doit être forcément naïf ou que ça doit éviter les sujets adultes. Au contraire, eux, tu sens vraiment à l'écriture, ils se posent la question de comment rendre le sujet adulte abordable pour des enfants quand c'est nécessaire à l'histoire. Et il y a vraiment beaucoup d'histoires dans leur film. Par exemple, t'as dans Les Indestructibles, où on évoque carrément la mort des super-héros frontalement, où on dit aux enfants que les mecs vont les rechercher, non pas pour leur mettre des petits coups de poing, mais pour les tuer. Donc c'est une scène complètement dingue. Dans Ratatouille, on a cette scène où on voit les rats suspendus qui ont été attrapés dans des pièges dans la vitrine de magasin, sous les yeux du personnage principal, qui lui-même est un rat, bref, etc. C'est vraiment des idées très fortes qui permettent d'ancrer les films de manière frontale dans une réalité un peu plus froide, mais qui donne du coup de l'enjeu et de l'importance émotionnelle. Et je pense que c'est un truc qu'il faut oser faire dans les films pour enfants, même si c'est très difficile et très délicat, parce que sinon on crée souvent des histoires lisses et creuses. Je reviendrai probablement dans d'autres épisodes sur des dessins animés que je trouve particulièrement vides, justement à cause de ça. C'est aussi l'autre qualité qui apparaît très vite, et qui est liée à cette utilisation quasi absente de dialogue. Le film prend vraiment son temps pour mettre en place la situation. On voit vraiment la journée de travail de Wall-E, elle est montrée en détail. Par exemple, on le voit empiler les bases d'immeubles avec les détritus, en fondu dans un plan large, très large, qui fait qu'on le voit construire quelque chose d'immense de manière comme un travail de petite fourmi, quoi. On le voit aussi trouver des objets et les collectionner. Il sélectionne notamment, par exemple, la boîte à diamants, il préfère garder la boîte que le diamant. Ce qui renvoie de manière assez subtile à notre matérialisme actuel. C'est très bien fait. Ensuite, on le voit gérer les tempêtes de sable, notamment en attendant que son cafard rentre dans la benne avant de fermer la porte. Ça souligne bien le danger constant et ça permet de voir l'étendue de la catastrophe écologique. C'est un futur clinique qui en plus est possible. Du coup, c'est vraiment angoissant, quoi. Très très angoissant, je trouve. Et du coup, prendre le temps pour cette mise en place du quotidien de Wall-E, ça permet de contraster très fortement avec la seconde partie du film. Parce que sinon, dans ce sens-là, c'est un film très complexe sur le fond. Mais j'y reviendrai dans la partie spoiler vers la fin. Très complexe parce que, évidemment, quand on commence sur une terre où tout est dévasté et où les premiers plans du film sont juste impressionnants, voire angoissants, et on y reste, en plus on voit vraiment le quotidien de Wall-E dans ce monde de détritus et de climat complètement détruit, avec ces tempêtes intempestives et extrêmement puissantes, avec ce sable partout. On a forcément l'impression d'être face à on est face à un film où les questions écologiques sont très 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 fortes, mais j'ai entendu partout un petit peu que le film était qualifié de fable écologique. Moi perso, je pense pas. Je pense plutôt que c'est un récit d'anticipation avec une allure de fable. Je dis une allure de fable parce que il y a dans l'histoire de Wall-E et de Eve une part romantique, mais elle n'est pas forcée, je pense, avant vraiment la toute fin du film. Grosso modo, l'élément déclencheur réellement de l'histoire, ou le moteur, si on veut, de l'histoire, c'est que Wall-E recherche l'amour. On le voit dans la vidéo qu'il regarde souvent chez lui, une vidéo où il mate un ancien film, une comédie musicale dont je connais pas le nom. À tous les coups, c'est un classique et je vais passer pour un idiot, mais honnêtement, je la connais pas. Mais je trouve qu'on le voit surtout par la mise en scène de la solitude, qui est assez frontale et qui est montrée bien sûr avec de la poésie. J'ai comme exemple le moment où il va se coucher en quelque sorte, il se met sur une sorte de meuble de sélection de détritus, et il met en place un petit mouvement avec son bras pour se faire bercer, balancer par le meuble pour pouvoir s'endormir entre guillemets. Et donc ça montre vraiment de manière éclatante qu'il cherche une forme de relation, une forme de réconfort, et donc de sortir de cette solitude
terrible en quelque sorte. Il cherche d'autres personnes, il cherche des personnes entre guillemets plus tout simplement qui lui renverraient une forme de relationnel, quoi, amitié, amour, etc. Ouais, j'ai mis autant de temps à le dire, ça. Bon, bref. Mais je dis que c'est une fable d'anticipation parce que les détails sont très poussés, en fait. Il y a une cohérence des machines, de la structure de la ville, des vaisseaux, du plan de dépollution. Il y a vraiment quelque chose d'absolument vraisemblable dans un futur qui serait le nôtre et dont on verrait les conséquences, quoi, là en l'occurrence en direct. L'un des exemples que je trouve particulièrement intéressant et qui me fait vraiment dire que c'est d'abord un film d'anticipation, c'est que dans les pubs de By and Large qu'on voit au début qui expliquent la situation, c'est pas des personnages en 3D qui nous parlent, mais des acteurs. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le seul film de Pixar où on voit des acteurs réels, enfin bon, peu importe. C'est vraiment une manière de dire que c'est notre futur. L'animation, notamment de toute cette partie du début du film, joue à fond la carte du photoréalisme. On a vraiment l'impression de voir des bâtiments détruits. Il y a très peu d'éléments, peut-être l'ami cafard de Wall-E qui trahit légèrement la direction artistique, qui joue vraiment sur de la vraisemblance. Et donc, en jouant comme ça et en mettant un acteur et non pas un personnage en 3D, on obtient vraiment une sensation qu'on nous parle d'un futur possible. Et d'ailleurs, ça c'est déjà quelque chose que je trouve qui fonctionne très très bien. Ça a été vraiment un excellent choix de mettre plutôt un acteur là comme président du monde, hein, je caricature, plutôt que personnage en 3D, puisque ça renforce le côté anticipation, le côté futur possible. C'est assez génial. Je trouve que c'est un vrai coup de maître dans le film. Et d'ailleurs, j'allais dire donc, le film devient dans sa deuxième partie beaucoup plus animé, beaucoup plus cartoonesque. Beaucoup plus volontiers cartoonesque quand il s'agit notamment de résoudre la problématique et en quelque sorte de sauver la situation. Et d'ailleurs, j'ajoute encore un truc, c'est qu'il n'y a pas... le fait que dans la deuxième partie du film, on abandonne une certaine forme de vraisemblance pour entrer dans quelque chose d'un peu plus cartoonesque, c'est comme si le film disait qu'il n'y a pas encore de vision concrète de comment on va pouvoir... entre guillemets, se sauver de l'apocalypse écologique liée aux déchets qu'on est en train de créer à notre époque, quoi. Je trouve ça assez... d'un côté, c'est admettre qu'on n'a pas la solution, de l'autre, c'est assez désespéré, quoi. Enfin bref, je ferme la parenthèse. En même temps, le discours du film est simple, hein, c'est-à-dire que je pense que le message principal du film, c'est que dans le dérisoire serait la solution. Wall-E est un robot de concassage lambda. Vraiment, il y en a plein comme lui. Et la mise en scène du film joue vraiment sur ce côté... il est minuscule, il est dérisoire, il est un parmi des milliards. Et finalement, c'est lui qui va être porteur d'une forme d'espoir très forte, concrétisée, incarnée par son amour pour Ève, d'une certaine manière. Mais ça va être vraiment lui, le héros concret, était à la base un être dérisoire et sans aucune importance. C'est une vision que je trouve très belle, mais elle peut être aussi vue comme naïve, elle peut être aussi vue comme un peu la limite du film. Moi j'explique ça de la manière suivante, c'est que les auteurs de Pixar dans leur jeunesse c'était plutôt des gens impopulaires, des geeks, des gens qui étaient probablement en marge. Donc c'est pas si étonnant que plus tard dans les films et dans les œuvres qu'ils écrivent, il y a une sorte de foi dans les marginaux, les gens exclus, les gens à la frontière de la société. Une sorte de croyance dans le fait que ces personnes-là détiendraient une vision plus juste, plus positive des choses. Et souvent, notamment parce qu'ils sont plus naïfs, ignorants aussi. Alors là, je fais une petite parenthèse juste pour dire que en fait, c'est une vision sur laquelle je suis plutôt d'accord. Dans la marge, aux frontières de la société, il y a forcément des fraîcheurs d'idées et d'énergie qui sont beaucoup plus fortes que quand on suit les rails, hein, quand on est au cœur du système. Mais j'ai tendance plutôt à croire aussi que la naïveté, même si la fraîcheur est une bonne chose, la naïveté, ça mène plutôt à répéter les erreurs du passé, je pense. Surtout quand on est confronté à des questions concrètes. Hein. Du coup,
la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait avoir de la fraîcheur si on avait déjà une part de savoir. C'est difficile à dire. Du coup, je ferme la parenthèse. Du coup, je trouve que c'est plutôt une vision naïve, un petit peu. Concrètement, si on retrace l'histoire de l'humanité, c'est rare les moments dans l'histoire où l'humanité, ou de l'humanité, où des marginaux ont fait vraiment, entre guillemets, avancer l'humanité, quoi. En général, ils ont toujours eu un cursus humain, politique, social. Je sais pas, de nos jours, c'est l'argent, les grandes écoles, une famille importante, quelque chose de normalisé qui fait qu'ils étaient sur la rampe pour pouvoir réaliser quelque chose et que finalement ça s'est fait. Ça arrive parfois que des marginaux débloquent des choses et fassent avancer les choses. Mais c'est beaucoup plus rare. Et je dirais même qu'à notre époque, avec les systèmes politiques qu'on a, les gens qui ont des idées marginales et qui sont d'une certaine fraîcheur sont plutôt dans les extrêmes politiques et sont attirés par les systèmes politiques. Ils y restent encrimés en termes d'étiquette, qu'ils la revendiquent ou pas, et souvent ils sont non élus. Et donc ils sont finalement peu déterminants, ils sont surtout déterminants dans les idées. À voir si leurs idées auront des répercussions plus tard, mais je me rends compte que les idées qui avaient des forces très importantes à l'extrême gauche ou à l'extrême droite des sociétés n'ont plus trop leur place actuellement. Elles ont été plutôt finalement adoucies ou polies par l'axe politique central qui a fait un travail de communication pour ses propres idées. Donc il y a une sorte de rouleau compresseur qui fait que les idées venant de la marge restent dans la marge ou finissent par disparaître. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire, c'est une vision que je trouve un tantinet naïve. Même si là, je suis en train un peu de démonter le film, je pense quand même que quand on voit Wall-E, la vision du film, la vision que le film propose est quand même une histoire métaphorique très belle. Je définirais plutôt Wall-E comme un film d'anticipation métaphorique. Il y a de la poésie dès le début, qui affirme clairement le ton du film dès les premières images. On a cette vieille musique des années 50, dansante comme ça, qui vient d'une comédie musicale probablement, ou d'une vieille chanson, sur des images apocalyptiques très futuristes, mais en même temps très concrètes, qu'on peut envisager comme un futur relativement proche. Il y a un décalage là qui fonctionne très bien. La légèreté, la gravité de la situation se rentrent en confrontation. Je résumerai en disant que ce qui est raconté est grave, mais qu'on le racontera sur un ton léger, quoi, en fait. Le ton restera léger. Et ça fonctionne très très bien, je trouve que ce contraste-là est émotionnel, direct, il n'y a aucun doute, on le perçoit tout de suite. Wall-E, c'est un film brillant, qui dépasse largement le cadre du film pour enfants, hein, grâce notamment à cette première partie. C'est une mise en contexte intelligente et assez implacable. J'irais même jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais je lui donnerais quand même comme limite, selon moi, qu'un des points d'accès à l'histoire, c'est quand même une histoire d'amour surtout simple et naïve. Wall-E, c'est un robot de concassage avec une expressivité très limitée, hein. C'est voulu par le réalisateur, il voulait les animateurs, il y a eu des débats entre lui et les animateurs pour que Wall-E ait plus de mouvements, plus de par exemple des bras un peu plus articulés, ce genre de choses, et Andrew Stanton ne l'a pas voulu. Il voulait vraiment se concentrer sur un personnage qui ait une limite d'expressivité très définie, pour justement ne pas avoir, je pense, à traiter l'amour de manière plus complexe que ça. C'est déjà relativement complexe dans le film, mais je trouve vraiment que cette limite d'expressivité de lui et de Eve, en fait, hein, a un impact à un moment donné sur ce que le film peut dire de l'amour. Il y a quelque chose dans l'amour qui est une complexité de se comprendre. Et en réduisant la capacité d'expression des personnages, on réduit la capacité à exprimer la complexité de l'amour. L'histoire va assez vite, elle est assez bien écrite et tendue pour se défaire de ce problème. Mais du coup, ça reste... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça reste naïf. Et du coup, le discours principal, qui est de grosso modo de dire que l'amour est au-dessus, en quelque sorte, d'un but dans la vie. Je dis ça parce que Eve évoque régulièrement dans le film la question de la mission qu'elle doit accomplir, et que finalement elle choisit Wall-E plutôt que la mission, hein. Je pense que c'est pas du tout une surprise quand on voit le film, on s'y attend. C'est un point de vue intéressant, je trouve, de la part de Stanton, parce que ça permet de créer une histoire d'amour simple et aventureuse grâce à ce contexte. Wall-E, c'est pas une question chez lui, c'est presque par naïveté qu'il le dit, et Eve le rejoint là,
par l'épreuve des choses et par le fait que leur situation émotionnelle devient frontalement amoureuse et frontalement romanesque. Mais personnellement, je suis pas forcément, je suis pas tout à fait d'accord. L'amour, de mon point de vue, c'est plus un jardin pour un accomplissement de soi. On a besoin des deux, de s'accomplir et d'avoir cette relation forte entre deux êtres, et les deux êtres doivent s'accomplir aussi chacun de leur côté. Il y a quelque chose comme ça qui me paraît très important. Encore une fois, l'expressivité limitée de Wall-E et de Eve permet une histoire simple et directe par l'image. Et on voit clairement aussi que c'était plutôt plus ou moins consciemment un fantasme de réalisateur de films d'animation de faire ça. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas pour rien que le film est virtuose, c'est clairement des mecs qui aiment exprimer les choses par l'image. Et c'est très bien, encore une fois, contrebalancé par le contexte apocalyptique qui est juste génial, quoi. Mais ça limite pas mal la deuxième partie du film parce que ce qui est simple, entre guillemets, dans l'amour, devient un peu... Ce qui est simple dans le principe du film devient un peu simplification. On retourne un petit peu, on retombe un petit peu sur le film pour enfants de manière un peu trop facile, un peu plus frontalement. Notamment sur le discours que le film tient sur l'amour me semble un peu suranné et n'a... Enfin, c'est un peu dur de dire ça, mais je pense que ça fonctionne, mais je pense que ça aurait pu aller plus loin, et vu la finesse du discours sur l'écologie avec très peu de moyens, je pense qu'il y avait peut-être un degré d'écriture encore en plus. Alors je dis ça, Stanton, Pete Docter et d'autres, c'est des sacrés scénaristes, hein. Je sais pas si un jour j'écrirai un scénario aussi bien foutu, mais tout ça pour dire, donc ma gueule d'une certaine manière, mais je veux dire, il y avait moyen d'aller plus loin là-dessus si on doit trouver une limite à Wall-E. Et en plus, je dis ça, mais Stanton en a vraiment conscience, puisque la deuxième partie du film est vraiment plus cartoonesque. Vraiment plus. Du coup, je résumerai en disant que Stanton a trouvé une manière très efficace de parler d'une sorte d'apocalypse écologique. Hein. C'est vraiment brillant. Mais en parallèle, sur l'amour, c'est un poil trop naïf pour être aussi dense et efficace que la première partie du film, et que donc le discours sur notre futur éventuel. Mais pour ça, il faudrait que j'explique un peu plus la deuxième partie du film en quelque sorte, et je vais le faire dans une partie spoiler que je vais commencer maintenant. Donc, attention, ça me ferait chier de vous dévoiler un peu trop Wall-E, parce que c'est un sacré bon film, et je pense que la deuxième partie joue vraiment sur une part de surprise qui serait dommage que j'ai dévoile. Donc je vous conseille d'aller voir le film, c'est un excellent film, et puis vous reviendrez pour écouter cette partie spoiler. Donc, commençons par cette partie spoiler. Je résume rapidement la deuxième partie du film. Hein. Donc, Eve trouve une plante sur Terre, la dernière plante sur Terre. Son programme donc la met en veille, et le vaisseau qui doit la ramener sur le vaisseau des humains en fait vient la chercher. Wall-E arrive à la suivre. Ils vont donc sur le vaisseau des humains. Et là, on se rend compte que l'autopilote du vaisseau humain, qui est une sorte de grand vaisseau de croisière où les humains vivent dans une sorte d'opulence béate, ne veut pas du tout que la plante soit découverte pour continuer à être utile, tout simplement, quoi. Et parce qu'au tout début, le fameux président des humains a envoyé un message à tous les vaisseaux en disant que c'était pas la peine de revenir sur Terre, que c'était impossible, et que probablement la dépollution ne finirait jamais, et qu'elle sera jamais efficace, et que finalement tous les humains qui étaient sur Terre et qui étaient restés sur Terre encore ont fui, et donc il a envoyé cette directive aux différentes machines en disant c'est pas la peine de revenir, abandonnez la mission, restez dans l'espace, vous y êtes beaucoup mieux. Et donc il y a une sorte de petite confrontation entre l'autopilote du vaisseau qui veut garder les humains sous contrôle, mais aussi parce qu'il en a reçu la directive au début, et puis petit à petit il s'est rendu compte que les humains ne pouvaient pas vivre entre guillemets autrement, puisque les humains dans la deuxième partie sont des sortes de gros bébés, en caricaturant, quoi. C'est des humains gros, gras, ils restent tout le temps assis sur des banquettes avec des écrans devant eux, donc ils ont perdu toute autonomie, et les machines s'occupent d'eux, les divertissent, les font manger, enfin la totale, quoi. Ils font quasiment plus rien à part bouger les bras et parler. Et tout ça pour dire que finalement le capitaine du vaisseau se retourne contre l'autopilote, et avec l'aide de Wall-E et de Eve, ils arrivent à mettre la plante dans un endroit précis du vaisseau qui était programmé au départ pour, une fois qu'une plante serait mise dans cette zone-là, ça voudrait dire que la Terre pourrait être recultivée et entre guillemets sauvée, et que du coup le vaisseau retourne en toute hâte sur Terre.
Donc voilà, en résumant, l'histoire se finit avec les humains qui recommencent à construire leur civilisation à partir d'une plante qui est dans une vieille botte, quoi. Du coup, dans cette deuxième partie, on arrive sur le fameux vaisseau des humains qui s'appelle l'Axiome, où on voit des robots, donc là, par contre, la créativité, évidemment, de Pixar s'exprime au maximum, avec des robots de surveillance, des robots de nettoyage, enfin, toujours avec des designs très intelligents, un robot de nettoyage qui est tout petit, qui a une toute petite brosse, qui donne des très grosses étendues, qui est comme une sorte de maniaque du nettoyage. Enfin, c'est un élément parmi d'autres, c'est très très bien foutu, des robots de surveillance qui ressemblent comme ça à des sortes de petits des éléments qui font des stops sur les routes. Enfin, je vais pas les expliquer tous, mais c'est brillant à chaque fois, c'est bien fait, puisqu'ils sont tous dans un design qui est lié au design de l'Axiome, un grand vaisseau blanc comme ça, avec des lignes très futuristes. À l'intérieur, il y a des couloirs impressionnants, on voit tous les machines qui font vivre l'Axiome se déplacer extrêmement vite, et au contraire, les grandes autoroutes, entre guillemets, où les humains se déplacent, tout est très coordonné, lent, et ainsi de suite. Mais j'insiste, cette deuxième partie, donc comme je disais, est plus cartoonesque. Les personnages, les robots le sont, parce que tout simplement c'est difficile de leur faire exprimer quelque chose sans visage, et la majorité n'en ont pas. Et deuxième chose, il faut bien que l'intrigue se dynamise. Donc on sent vraiment qu'il y a eu... Pardon. On sent vraiment qu'il y a eu, à un moment donné, une urgence à faire accélérer la narration, et à laisser à Wall-E et à Eve un maximum de marge dans la narration. Mais du coup, je trouve qu'on sent que l'Axiome est moins bien pensé. Alors, ce que c'est dit comme ça, c'est un peu fort, mais on peut avoir plein d'idées et fourmiller d'idées, et avoir finalement quand même une structure un peu floue. Et je trouve que l'Axiome, un des trucs qui m'a sauté aux yeux là en revoyant le film, c'est vraiment qu'on a l'impression on sait pas trop d'où vient quoi, il y a quelque chose, pour moi il y a un problème entre la taille des personnages et la taille du vaisseau. On comprend pas comment un vaisseau de cette taille-là pourrait tenir autant de gens, enfin, il y a une sorte de contraste comme ça, alors peut-être que j'ai tort, ça dépend des plans. Sur le plan final où ils sont tous réunis dans une sorte de grande pièce autour du fameux endroit où doit être mis la plante, je peux y croire. Sur d'autres plans, j'arrive pas à y croire. Et qu'ils soient aussi nombreux dans ce vaisseau, qu'il y ait autant d'activités, autant de robots, enfin, il y a quelque chose comme ça que j'arrive pas à tout à fait résoudre. Peut-être que j'ai tort, mais je trouve que ça enlève beaucoup de vraisemblance à la deuxième partie du film. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de sentir dans la deuxième partie du film que l'Axiome est en fait une prison invisible. Comme je disais, les humains sont des gros bébés sur fauteuil avec des écrans devant eux. Donc ils parlent plus qu'aux gens à travers des écrans. Il y a plusieurs séquences qui pointent ça. Donc c'est clair, c'est une critique du consumérisme et notamment du survivalisme surtout. C'est-à-dire, il faut vivre à tout prix. Le survivalisme, grosso modo, c'est la survie de l'espèce passe au-dessus de toute autre considération. Ce qui est intéressant. Mais visiblement sur l'Axiome, les humains n'ont même rien à produire. Et ils n'ont pas l'air de subir le moindre blocage dans ce qu'ils peuvent dire, penser ou faire. La sensation de prison est vraiment pas évidente, quoi. Je trouve que la critique, notamment sur ces écrans, l'omniprésence des écrans est presque trop contemporaine, quoi. Sur la présence des écrans, pointant ainsi, en quelque sorte, l'artificialité supposée des relations humaines dues aux écrans virtuels. Et là, je pense vraiment que c'est un des points faibles du film, c'est une vision ultra naïve. Tout simplement parce que l'outil ne force pas son utilisation, ou sa surutilisation. Et surtout, les discussions, les échanges IRL, donc in real life, n'assurent pas du tout la vérité, entre guillemets, des relations. Ça assure en rien la franchise, la justesse ou le bien-être de ceux qui échangent. Entre parenthèses, les gens qui ont ce discours qui disent les gens sont trop virtuels, vivent trop sur des écrans, ainsi de suite, c'est souvent ces mêmes personnes qui sont très à l'aise dans la sphère des relations humaines IRL. Donc dans le fait de rencontrer des gens, de parler dans des groupes et ainsi de suite. Et du coup c'est un peu bizarre parce que, comme je disais, les gars de Pixar, leur pédigré, ça n'a pas été des stars du collège ou du lycée, bien au contraire, quoi. C'est des gens qui ont été souvent devant des écrans parce que voilà, leur truc c'était le cinéma d'animation, donc ils ont vu beaucoup de films, beaucoup dessinés, et je vous raconte pas quand les palettes graphiques sont arrivées, donc c'est comme si
on leur avait fait la critique toute leur vie qu'ils étaient trop souvent sur les écrans, et que ça s'était traduit à un moment donné dans le film par une sorte de concession du genre non mais oui mais c'est vrai quelque part c'est pas bien qu'on soit autant devant les écrans, je passe quand même beaucoup trop de temps devant, donc ça peut pas être aussi bien que ça crée des problèmes, ainsi de suite. Mais encore une fois, les relations humaines sont plus complexes que ça. On peut avoir un échange profond et sincère par courrier papier, hein. Alors pourquoi pas par mail, sur les réseaux sociaux, sur les forums, ou dans les commentaires de vidéos streaming, etc. Pour moi, c'est vraiment un des gros points faibles du film, parce que au final, l'Axiome a juste maintenu les humains en vie par peur de ne plus être utile. C'est un discours intéressant. Mais même si le capitaine finalement de l'Axiome veut retourner sur Terre à cause d'un fantasme de Terre, qui est en plus un fantasme du passé, hein, une fois qu'ils arrivent sur Terre, les problèmes non résolus vont ressurgir, en fait, comme à l'époque. Même si c'est pas esquissé par le film, les problèmes d'espace, les problèmes de ressources, les problèmes de différences culturelles, etc. Pour moi, il y a un problème dans la critique qui est faite, parce qu'elle pointe, à mon avis, quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire la surprésence des écrans comme une sorte de limite sociale qui créerait des sociétés froides où les gens ne se voient plus. Ça, déjà, je suis pas tout à fait sûr que les outils soient vraiment à prendre en cause là-dedans, plutôt les relations humaines et la complexité des relations humaines. Et notre incapacité peut-être actuelle à nous y vraiment attarder, ou à créer un système social qui permette aux gens de s'y attarder. Bon, c'est plein de questions que je pose, là, j'ai aucune réponse à donner, mais je trouve que le film survole ça de manière un peu facile, et du coup ça rend la deuxième partie du film, liée notamment à ce que je disais avant sur le fait que l'axiome est finalement assez abstrait, ou pas assez lisible, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui fonctionne pas, j'ai du mal à déterminer quoi, mais je trouve que c'est vraiment lié à son architecture. À un moment donné, j'avais vraiment l'impression de me balader dans une sorte de Jouetland, où on a mis toutes les idées des animateurs dedans pour dire voilà, ils se font des massages, ils ont de la bouffe, ils ont des cinémas et des machins, mais du coup ils ont l'air très bien là-dedans. Oui, ils marchent plus et ils sont un peu comme des coques en pâte, oui, ils sont un peu sur un siège autoguidé, donc ils vivent pas avec un grand V. Mais ils sont pas arrivés au point où l'autopilote est en train de leur dire de le célébrer enfin, ils sont pas en esclavagisme. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui me pose problème, même si je comprends la critique, hein, c'est sous-entendu, si tu te laisses vivre ta vie sur autopilote, tu vis jamais vraiment avec un grand V. Ça, je l'ai compris, et c'est plutôt bien amené. Mais dans le film, il y a quand même un gros point d'achoppement, qui est ce truc de... Une fois qu'ils vont retourner sur Terre, c'est pas la vie avec un grand V qu'ils vont avoir devant eux, c'est la survie de nouveau. Bah oui, ils doivent tout recommencer. Donc, je sais pas, il y a un truc comme ça qui me paraît un peu paradoxal, une sorte de retour un peu sur Terre en disant non, mais finalement, ce qu'on a actuellement, c'est pas si mal si on fait gaffe, mais je trouve que c'est très naïf, notamment par rapport à la première partie du film, qui est assez inattaquable et assez clinique sur son constat d'un futur où la problématique des déchets va être clairement très très forte. Alors faut m'entendre, là je déborde un peu, et je comprendrais qu'on considère que je délire un peu, mais parce que Wall-E a un discours d'alarme sur le maintenant, sur notre rapport aux déchets, comme je disais, qui est fort. Ça évoque quand même très fortement un rapport superficiel et consumériste à l'écologie, et ça tire vraiment la sonnette d'alarme sur le manque de soins qu'on a envers notre planète de manière absolument dingue depuis un peu moins d'un siècle. On n'avait jamais fait autant de déchets, autant de mal à la nature, entre guillemets, du mal. On n'a jamais autant déséquilibré la nature que ces derniers 50 ans, et ça ne va qu'en s'accélérant. Et pourtant, je ne suis pas spécialement un vert, politiquement parlant, je constate. Mais pour moi, la fin et la résolution de fuir l'axiome et de combattre l'autopilote est discutable en ce sens. Ils vont vers quoi de mieux ? Sur l'axiome, ils étaient dans une sorte d'oisiveté protégée mais inactive, et en même temps c'est difficile à dire parce que les activités liées à consommer, leurs activités c'était quoi ? C'était consommer et discuter. C'est un peu limité, je trouve, même pour des grands bébés. Je comprends pas qu'ils aient pas eu de l'ennui à un moment donné, donc tout ça, ça me paraît bizarre déjà, surtout que ça fait 700 ans qu'ils vivent comme ça, donc il y a vraiment quelque chose que je comprends pas trop, je trouve pas tout à fait vraisemblable. Donc ça, oui, ça aurait pu leur poser problème avant, et c'est pas le cas dans le film. Du coup, voilà, il y a vraiment un truc qui me gratte. C'est plus sur un fantasme que le capitaine décide de revenir sur Terre. Donc,
On leur a menti, on leur apprenait plus ce qu'il y avait sur Terre. Ouais, d'accord. Mais en attendant, quand ils reviennent sur Terre, c'est pas ce qu'ils ont vu, c'est pas ce que le capitaine a vu sur ses écrans, quoi. Là, ils vont trimer pendant plusieurs générations, là. Enfin, je sais pas. Il y a une fin comme ça qui me paraît vraiment étrange. Et de l'autre côté, ce qu'ils vont retrouver sur Terre, voilà, c'est ce que je disais, c'est un climat dévastateur, des déchets toujours surabondants et qu'il va falloir traiter parce que la dépollution n'a pas marché. Il faut absolument tout reconstruire ou tout recommencer. Différemment certes, mais il faut quand même tout recommencer. Il faudra d'abord traiter cette question des déchets. Donc fuir l'axiome, à ce moment-là, comme ça, c'est discutable, quoi. Après, je digresse, encore une fois, vous savez comment c'est, on voit un film, on l'analyse, on délire un petit peu sur le côté. J'insiste, le message du film, il est clair. On tire une sonnette d'alarme pour aujourd'hui. Je dis juste que dans le contexte du film, c'est légèrement étrange. Et que du coup, c'est pas vraiment un happy end, dans ce sens-là. Je trouve. L'autre point un peu complexe, c'est que le film est résolu par une conséquence de l'amour. Alors, le problème de l'humanité, en quelque sorte, dans le film, n'est pas résolu par Wall-E, mais par un programme qui avait été mis en place par les humains qui avaient quitté la Terre. Et Wall-E, en fait, avec Eve et tout ça, ils arrivent à remettre la chaussure dessus avec l'aide du capitaine, la fameuse chaussure avec la plante au bon endroit pour que le système retourne sur Terre. En quelque sorte, ce qui se passe, c'est que Wall-E est gravement endommagé, et il fait comprendre à Eve que c'est sur Terre qu'il y a les pièces qui pourront le réparer. Donc s'ils arrivent à mettre la plante au bon endroit dans l'axiome, ils vont retourner sur Terre. Et c'est le moyen le plus rapide pour y retourner. Donc l'humanité revient sur Terre en partie grâce au capitaine, mais surtout parce que Eve veut sauver Wall-E. Et il se trouve que pour le coup, la mission de Eve coïncide avec le fait de sauver Wall-E. Comme dit avant, c'est un peu étrange de dissocier comme ça et d'opposer le but et l'amour, mais bon, en l'occurrence, ça finit par se retrouver par accident, en quelque sorte, dans la deuxième partie du film. En même temps, difficile de dire si Eve est omnubilée par sa mission parce que c'est son travail ou parce que c'est son sacerdoce. Encore une fois, Eve est un robot qui a quelques émotions, mais c'est difficile à déterminer, comme elle est peu expressive, le statut de son rapport à son travail, quoi. Est-ce que c'est un soldat? Est-ce que c'est un ouvrier comme ça, un petit peu barré? C'est vraiment un statut complexe à décrypter, et le film répond pas vraiment à ça. Elle au départ, elle s'en fout de Wall-E parce qu'elle est un peu barrée par sa mission, puis petit à petit, elle devient amie avec lui avant d'être amoureuse de lui. Mais il y a vraiment une difficulté à cerner pourquoi elle est aussi barrée par sa mission au départ. Oui, elle est importante, mais bon, c'est un robot, et elle évoque pas l'importance de... Aucun plan n'évoque, il me semble, l'importance de cette mission pour Eve. Elle a un rapport à l'humanité qui m'a l'air tout à fait abstrait, pour le coup. Eve finit par rejoindre Wall-E dans les émotions, plutôt que de rester comme ça dans son devoir. Donc, au final, la question de la sauvegarde de l'humanité, pour Eve, est très secondaire. Elle avait juste une mission à accomplir. Il y a quelque chose d'ironique sur le destin de l'humanité là-dedans. En tout cas, moi je vois ça. C'est vraiment l'humanité sauvée par les conséquences d'un amour qui leur échappe complètement, par des robots qui au final n'avaient pas pour mission directe de faire ça, et s'ils avaient mission directe de faire ça, ça leur échappait complètement. J'aime bien les questions que ça pose. C'est presque un discours pro intelligence artificielle, puisque l'humanité serait sauvée par une création plus sage qu'elle. Je sais pas, il y a déjà ça. Ou alors il y a aussi cette idée que l'humanité serait vouée à ne plus vivre, entre guillemets, avec un grand V, si elle est inaccomplie et oisive, mais qu'en même temps ça assurait sa survie. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est très intéressant d'opposer la notion de survie à la notion de vivre pleinement, de s'accomplir. Très intéressant comme question. Et là, par contre, le film le pose assez bien. En plus, c'est une ironie encore plus forte, puisque le programme de repopulation de la Terre a finalement été utilisé, alors que les humains eux-mêmes qui avaient lancé ce programme, et qui l'avaient créé, ont estimé que c'était plus possible. Et que la Terre était dévastée, que c'était pas la peine d'y revenir. Et qu'ils auraient même tort de revenir. Du coup, c'est assez fandard que ça devienne possible, entre guillemets, ou que les humains y viennent quand même, 700 ans plus tard, avec de mauvais... entre guillemets, pour de mauvaises raisons, je caricature, puisque c'est un peu les fantasmes du capitaine, qui débloquent tout du point de vue des humains. Puisque quand ils arrivent, on le voit un petit peu dire, voilà, on va faire ceci, comment on plante, et ainsi de suite. On le voit notamment dans le générique de fin, montrer tout ça.
pour moi, il y a une sorte d'ironie finale dans ce sens. L'enjeu de l'avenir de l'humanité est complètement abstrait, voire secondaire, comme je disais, pour Eve et Wally. L'humanité a clairement perdu le contrôle de son avenir. Elle a été juste chanceuse dans le film, d'une certaine manière. Et chanceuse parce que même les motivations du capitaine sont absurdes. La Terre qu'il va retrouver n'est pas du tout la Terre qu'il a vue dans ses films et dans les archives de l'Axiome. Le capitaine fantasme clairement une Terre qui n'existe plus et et du coup il s'oppose à l'autopilote. Mais bon, comme je disais avant, c'est un peu une fin étrange. Nonobstant, là j'étire un petit peu, encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est un film très dense, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le point de vue du film, à mon sens, est que l'autopilote est dangereux parce que vivre sous tutelle, c'est pas vivre, comme je disais avant. Et c'est symbolisé notamment dans le film par la présence de la danse et du chant, de chansons très légères et très, comment dire, pas naïves, insouciantes. Et bien sûr, symbolisé très fortement par la séquence où le capitaine se met debout avec la fameuse musique, ainsi par les Zarathustra, évidemment, qui est très très forte. C'est-à-dire qu'on peut pas vivre assis dans son canapé, je caricature, quoi. C'est naïf, mais le message est fort. La vie consumériste est programmée dans l'opulence, ce qui ressemble beaucoup à notre monde occidental, hein, puisqu'on est, je crois, si je dis pas de bêtises, les chiffres, c'est on est moins de 20% de la planète à vivre dans cette opulence-là, et le chiffre régresse de plus en plus. Je crois que maintenant on n'est plus que 16% à vivre réellement dans un monde occidental riche. La plupart des autres personnes vivent ou dans des pays qui ont des moyens mais qui sont déstabilisés économiquement ou politiquement ou par d'autres choses, ou socialement. Ou, quand je dis socialement, c'est par exemple par des confrontations religieuses au sein de la population. Du coup, c'est un chiffre qui régresse de plus en plus. Je crois qu'on était à 22% de la planète qui vivait dans l'opulence occidentale il y a 10 ans, et maintenant on est déjà à 17, je crois, %, quoi. C'est-à-dire que avec la fermeture des frontières et avec la tendance à créer des problèmes dans les pays en voie de développement, sous-développés, ou tout simplement dans les différents pays du monde hors Occident, on a encore augmenté ce ratio. Grosso modo, l'idée, c'est que la vie consumériste est programmée dans l'opulence, ça mène au vide. Vivre avec un grand V, ça demande des risques, donc du courage. Donc un système aussi qui admette qu'il n'est pas éternel, mais qu'il est qu'une étape. Et c'est un peu la même chose, entre parenthèses, pour ces agents. L'autopilote, qui est un peu le dernier agent du mode de vie humain tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est un nom très très fort de dire autopilote, pour ce dernier agent qui va grosso modo faire vivre l'humanité, donc, comme je disais, dans cette opulence vide. Mais j'y reviendrai plus tard là-dessus. J'aimerais revenir 2 secondes sur l'identité de Wally et d'Eve. Tous les opposent en termes de sens. Wally est un ouvrier, Eve est un soldat. Wally roule, Eve vole. Wally est un concasseur, Eve est un radar de détection armé. Wally est inoffensif, en quelque sorte, parce qu'il peut concasser des gens, mais bon, il est peut-être pas assez grand pour ça, mais bon, peu importe. Autant que peut l'être un outil de chantier, hein, c'est ça que je veux dire, quoi. Ça devrait être un accident. Donc il est inoffensif, elle est létale. Il a une mission minuscule, elle a une mission qui est macro, hein, c'est la sauvegarde de l'humanité, la recréation de la terre nourricière, donc c'est quand même extrêmement fort. Peut-être une des missions les plus importantes. Lui, il travaille, elle est en mission. Lui, il a une occupation, elle a un devoir à accomplir. Lui, il est en métal rouillé et terrien, elle est en matière futuriste et fantastique. Donc il y a ce contraste dans le film est parfaitement réussi. Évidemment, ça c'est une super base pour créer des histoires d'amour entre 2 personnages, hein, c'est vraiment bien vu. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de voir les points où ils se rejoignent, et je pense qu'il y en a essentiellement 2. La première chose, c'est qu'ils sont anthropomorphes tous les 2. Ils ont des yeux, donc quelque chose de vaguement anthropomorphe qui permet une expressivité pour le spectateur, mais aussi entre eux, pour qu'ils puissent se comprendre. Et ils ont un vocabulaire limité tous les 2. Ils ne disent que des noms, des mots très courts, ils ne parlent pas en soi, ils évoquent des choses par un vocabulaire très simple et volontairement très simple. Et ce que je voulais pointer en parlant de ça, c'est qu'il y a eu un travail de conception qui est simplement brillant. Tous les opposent, mais il y a juste ce qu'il faut pour qu'ils se comprennent et pour qu'ils soient compris du spectateur. L'amour dans le film est certes naïf, mais le moteur essentiel, c'est un moteur essentiel au désir de vivre. L'amour, c'est aussi un but, un objectif, un accomplissement.
une possibilité de vivre avec un grand V. Mais c'est aussi un très grand risque. Peut-être le risque ultime même, d'une certaine manière. Ça peut tout arrêter, tout simplement. Hein. Et c'est très dur de recommencer quand l'amour s'arrête et quand, pour différentes raisons. Le traitement, en quelque sorte, est discutable, puisque, comme je disais, il y a une vision, à un moment donné, qui est un peu trop simplifiée de l'amour, je pense. Et du coup, ça limite un petit peu le film dans sa portée. C'est un film qui va un peu trop retomber vers un public enfant, alors que je pense qu'il avait largement les moyens d'être perçu dans son entier par un public adulte, et de manière plus profonde. Mais fondamentalement, c'est très très juste. Ce côté opposition, on se retrouve sur d'un tout petit point, sur quelques petits points, et on est quand même amoureux. Je trouve ça très beau. Pour finir cette longue review, à la toute fin du générique, au cinéma, j'ai remarqué un truc, et c'est resté sur le DVD. Je parle à la toute fin du générique, vraiment après les logos des producteurs, après même les panneaux où on annonce les acteurs qui ont doublé, vous voyez, donc vraiment la toute fin. En tout dernier, juste avant l'arrêt de la bobine ou l'arrêt du disque DVD ou Blu-ray, apparaît le logo de la société BNL By and Large. Et c'est la fin du DVD, du Blu-ray ou de la bande de cinéma, quand je l'ai vu au cinéma. C'est l'entreprise qui, dans le film, a créé les vaisseaux du type de l'Axiom, mis en place, et qui a mis en place le plan d'évacuation de la Terre et le plan de retour avec la repopulation, qui a mis tout le plan de pollution, et ainsi de suite, qui en sont les créateurs notamment de Wall-E, de Eve et tout ça. Mais c'est aussi l'unique ancienne présente partout sur Terre, quand Wall-E entasse les déchets, et ainsi de suite. Au-delà de la blague, hein, d'avoir une seule entreprise qui gère le monde entier, hein, le renvoi de la propriété du film à BNL est vraiment un message indirect à Walt Disney. Il faut savoir que Pixar a été un peu grillé dans sa création par Disney, Pixar a bougé pas mal, ils ont carrément appartenu à Macintosh à un moment donné, à Steve Jobs, enfin bon, je vous passe les détails, encore une fois, je vous renvoie vers le podcast du Split Screen si vous voulez connaître toute l'histoire, c'est une histoire vraiment dingue, les débuts de Pixar. Et la suite aussi. Et ils se sont retrouvés un peu forcés par Disney d'avoir un deal, je crois, d'une dizaine de films, peut-être 10 films, ou vraiment un deal très contraignant. C'est-à-dire, on leur disait grosso modo, vous pouvez faire ce que vous aimez, mais les bénéfices, c'est pour Disney. Et ça a toujours mis un petit peu de travers Pixar, et les créateurs et les propriétaires de Pixar, donc John Lasseter et tous les grands anciens de Pixar, hein, pour, grosso modo... parce que tout simplement Disney leur imposait énormément de contraintes, et du coup avoir le logo de BNL à la fin, c'est vraiment une critique indirecte, mais en fait finalement assez frontale de Disney. By and large, c'est vraiment la caricature du monopole de sociétés privées tournées vers le consumérisme dans n'importe quel domaine. Et actuellement, c'est exactement ce que fait Disney. Il faut bien comprendre que Wall-E date de 2008, et en 10 ans, là, quasiment, maintenant 10 ans, Disney, ils ont racheté Marvel Studios, dernièrement, ils ont racheté une grosse partie des monopoles du cinéma et du jeu vidéo. Donc, je veux dire, c'est exactement du by and large, il y a pas mieux. Et pour enfoncer le clou, le plan d'évacuation qui est expliqué au début du film, donc par un acteur réel, comme je le disais, n'est pas expliqué par le président, mais par le PDG de By and Large. Alors que la salle où il explique le plan ressemble vraiment très fortement à la salle de presse de la Maison Blanche. Donc le message est très très fort, hein. C'est vraiment une critique frontale de la politique qui est finalement rachetée par des sociétés privées qui prennent le pouvoir par l'économie. Wall-E, c'est un des films les plus critiques du consumérisme et du néolibéralisme que Hollywood ait jamais pondu. Et à mon sens, franchement, d'assez loin. C'est assez impressionnant, quoi. On pouvait ne pas s'attendre à ça dans un film pour enfants, mais c'est un film, à ce niveau-là, c'est un coup de poing dans la gueule. Et c'est juste grâce à ce détail, à la toute fin de tout, d'avoir le logo de BNL qui arrive, d'avoir réussi à le laisser sur le Blu-ray, le DVD à la fin du film, c'est vraiment un coup de pied dans la gueule. J'ai du mal à croire que les exécutifs de Disney soient passés à côté, mais ils sont passés à côté. Or, c'est vraiment un film qui les critique frontalement, qui critique toute forme de monopole, en fait, économique. Donc bref, je trouve ça brillantissime, c'est un des trucs qui m'avait mis une grosse claque à l'époque quand j'avais vu le film, ça fait longtemps que je voulais vous en parler,
Et ça démontre, s'il en était besoin, l'intelligence et le point de vue extrêmement engagé derrière Wall-E, qui, sous couvert d'être un film pour enfants, est un film dénonciateur extrêmement fort, extrêmement précis sur certains points, notamment, comme je disais, sur l'écologie et le consumérisme. Du coup, ça me déçoit un petit peu et ça diminue un petit peu le film, malheureusement. Toute la partie sur l'amour qui est un petit peu moins, comme je disais, un petit peu moins aboutie, quoi, un petit peu trop enfantine, un petit peu trop naïve, malheureusement. Je finirai juste en vous parlant du générique de fin, qui est un super générique qui retrace les premiers pas de cette nouvelle humanité sur la Terre, en passant par des styles d'expression visuelle tirés de l'histoire de l'humanité. Donc de l'histoire de l'art. Hein. Ça commence par des dessins rupestres, les fameux dessins sur les grottes. Ensuite, on passe par du bas-relief gravé. Ah zut, après il y a des petits carreaux, j'ai oublié comment on appelle cette technique-là, c'est pas de la céramique, zut, ça me revient pas, les petits carreaux, les petits carrés de couleur aussi, qui a été utilisé dans la Grèce antique, ça me revient pas, tant pis. On passe ensuite par la peinture classique, est-ce que j'ai un exemple de peinture classique? Si vous connaissez le peintre Poussin, voilà, vous verrez de la peinture classique, c'est des peintures, c'était des sortes de grandes pièces de théâtre avec des sujets très, on dirait des scènes de théâtre en fait, avec des personnages grands qu'on voit en pied, et souvent des scènes très éloquentes comme ça, mais symboliques, quoi, avec, on évite le sang, on évite tout ce qui est, entre guillemets, trop sexy, ainsi de suite, et puis on fait des sujets, ce qu'on appelle des sujets d'histoire, comme ça. Donc ils imitent un peu ce style-là, et ça finit notamment, de manière assez étonnante, sur du pointillisme, mais surtout après, et c'est ça qui est dingue, le générique déroulant avec les textes est suivi par un Wall-E, une Eve et des personnages comme ça qui font des petites blagues dans le générique, et ils sont en pixels le jeu vidéo. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que dans le générique, on remonte le temps par grande période d'histoire de l'art, plus ou moins. Donc déjà, première chose, c'est que pourquoi on s'arrête à une peinture du 19e siècle, puisque on pourrait remonter jusqu'à notre époque. Pourquoi s'arrêter à la peinture abstraite, au pointillisme donc? Pourquoi pas s'arrêter au cinéma noir et blanc, à l'animation en dessin, puis à l'animation en 3D? Je trouve que c'est vraiment un générique qui pose des questions. Et ma sensation, c'est peut-être pour dire que cette humanité va peut-être emprunter un autre chemin, justement. Un chemin que l'on ne peut pas imaginer, et dont les techniques de représentation nous échappent peut-être encore aujourd'hui. J'aime bien cette idée de laisser de pas avoir fait l'erreur de remonter jusqu'à nous, justement, parce que je pense que ça aurait trop verrouillé le film. Encore une fois, c'est de l'analyse un petit peu poussée, ou plutôt tout simplement un peu tirée par les cheveux, hein, si vous préférez, d'un générique de fin. Mais vu qu'ils ont pointé ça vraiment fortement, qu'il y a des liaisons dans les styles graphiques, ainsi de suite, pour moi, ça fait partie du discours intrinsèquement du film. Le deuxième point de ce générique, c'est ce fameux truc de finir sur le générique déroulant en pixels. Pourquoi il y a une référence au jeu vidéo là? Vraiment, c'est une question qui m'a vraiment turlupiné, et mon avis, c'est que l'idée, c'est de faire rentrer clairement le jeu vidéo dans l'histoire de l'art. Et c'est super bien vu. Ça y met peut-être même l'hypothèse que les jeux vidéo sont la forme d'expression artistique du futur, quoi, qui va peut-être créer ses propres schémas sociaux et politiques. Après tout, au moment où Wall-E est sorti, et encore aujourd'hui, hein, le jeu vidéo est considéré comme un art encore mineur, voire déviant. Hein. On connaît les fameux discours sur la violence des jeux vidéo, la violence que ça générait chez les gosses. Je résumerai mon point de vue en disant que c'est des conneries, et je l'en parlerai peut-être dans un autre film sur le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo, c'est pour les marginaux, pour les gosses, ça a une mauvaise influence sur eux. Tiens. Pour les marginaux, et pour les gosses et pour les marginaux, pour les asociaux. Encore une fois, on retombe sur nos pattes en disant que les mecs de Pixar, ils ont quelque chose pour les marginaux et les gens à la marge. Hein. C'est peut-être une forme de mea culpa du film, hein. Notamment comparé au moment, comme je disais, à ce moment de l'omniprésence des écrans qui est un petit peu facile, où le film se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Pour modérer ça, pour dire oui, on disait ça sur les écrans, mais en fait, ça dépend comment on les traite. Dans le jeu vidéo, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui pourrait créer un autre rapport à l'écran. C'est de la surinterprétation, mais c'est mon impression. Ou peut-être plus simplement, c'est un discours plus nuancé sur la nature des rapports à l'outil qu'est l'écran, quoi. Mais à mon sens, après ce générique qui remonte le temps, je peux pas voir le jeu vidéo dans le générique autrement que comme un message indirect qui fait coller le jeu vidéo et l'avenir
avec l'expression artistique, quoi. Un avenir différent parce qu'il serait perçu avec une nouvelle perception des choses, apportée par des anciens marginaux, des dérisoires qui ont, eux, vécu donc le jeu vidéo et qui ont été ostracisés là-bas, mais qui en ont du coup généré une fraîcheur et une nouveauté des idées. Sachant qu'aujourd'hui, depuis maintenant 2009, si je dis pas de bêtises, peut-être 2008, le jeu vidéo a un chiffre d'affaires annuel plus élevé que celui du cinéma. On a peut-être là un paradoxe culturel qui va bientôt voir des fruits germer nouveaux, c'est-à-dire un produit culturel qui est qui génère le plus de richesse, mais dont les pratiquants sont considérés encore, et les pratiquants les plus acharnés sont considérés encore comme des gens marginaux et asociaux. Donc en fait, ils sont encore du système économique, mais on les considère comme des asociaux. Peut-être que c'est une nouvelle position. Peut-être que là, les idées marginales vont pouvoir se développer plus dans cet univers-là. En tout cas, c'est un discours politique, peut-être un petit peu. Peut-être que je surinterprète. Peut-être que c'est simplement qu'ils se sont dit que dans les pixels, ça fonctionnait bien et que ça lançait bien les jeux vidéo, hein, honnêtement. Mais connaissant un petit peu la finesse d'écriture et voyant un peu la portée d'écriture de Wally, mon hypothèse me plaît assez. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous connaissez les différentes adresses, le tweet, le Facebook et la page Facebook et l'Instagram, hein, si vous voulez. Je mets tout dans les liens de la vidéo. Je tiens à vous remercier tous de m'avoir écouté pendant cette année. On va continuer l'année prochaine. Et puisque c'est la première vidéo de 2018, je vous souhaite une excellente année 2018 à tous. J'ai pris un film un petit peu symbolique pour dire ce que je pensais un peu de différentes choses, mais j'espère vous avoir pas trop gavé avec ça. Une excellente année 2018 à vous, et puis à bientôt pour un nouvel épisode, les amis. Ciao.